Bienvenue à nouveau. Nous recevons aujourd'hui Gilbert Doktorov, historien et analyste des affaires russes, pour discuter de la récente tentative d'assassinat visant le lieutenant-général russe Vladimir Alexeyev, premier adjoint du chef du service de renseignement militaire russe. Merci d'être revenu parmi nous. Avec plaisir. J'aurais dû dire le général Alexeyev. Il fait également partie de l'équipe de négociation. Comment interprétez-vous cette tentative d'assassinat? Est-elle destinée à saboter les négociations ou s'agit-il simplement d'un effort pour viser le chef du renseignement russe? Comment évaluez-vous la situation? Parce que ce n'est pas une tentative d'assassinat ordinaire, c'est très significatif. Eh bien, tout converge en un seul endroit, les Émirats arabes unis. Il est le suppléant direct du chef des négociations, donc il s'agit d'une attaque très directe et ciblée contre l'équipe de négociation russe. À présent, les Russes affirment que la Russie officielle, si l'on considère M. Lavrov comme l'incarnation de la Russie officielle, soutient qu'il s'agissait d'une tentative de perturber les négociations et peut-être de provoquer une nouvelle fois la Russie, comme d'habitude, afin de la pousser à faire quelque chose de radical qui pourrait ensuite être condamné par la communauté internationale. L'humanité progressiste condamnerait alors la Russie comme étant belliqueuse et réticente à poursuivre la paix. C'est M. Lavrov qui parle. Je ferai remarquer que, lors de l'émission d'hier soir de Vladimir Soloviev, votre émission, quelque chose de très inhabituel s'est produit. L'un des chroniqueurs réguliers a critiqué Lavrov. Cela n'arrive presque jamais. Il a toujours été sacré. C'est aussi grave que de critiquer Poutine. Cela ne se fait pas directement, bien sûr, mais de manière indirecte, oui, cela arrive souvent et pourtant, cette fois, il a été directement critiqué. Il a dit « Non, cela n'avait rien à voir avec la perturbation des négociations. » C'était une nouvelle forme de guerre hybride, et nous, en Russie, devons nous y habituer. Nous en avons assez vu. 3 de nos généraux ont déjà été tués, ainsi que d'autres personnes importantes. Nous n'avons pas une sécurité suffisante pour ces personnes, ce qui est inexcusable. Et nous pouvons prévoir que même si un traité de paix est signé, ce type d'activité continuera. Eh bien, comme je l'ai dit, le premier signe remarquable de cela est que la simple explication donnée par M. Lavrov est rejetée. En fait, c'est M. Lavrov lui-même qui est rejeté. Et cela fait partie d'autres choses que j'espère que nous pourrons aborder. À mon avis, M. Lavrov est sur le départ. La seule personne qui ne semble pas le savoir, c'est M. Lavrov lui-même, qui le nie et court vers chaque micro qu'il peut attraper ces jours-ci, donnant de nombreuses interviews, toutes ne faisant que démontrer qu'il est en difficulté. Mais c'est une autre question. Revenons à votre question principale. Officiellement, la Russie n'accuse que l'Ukraine. Dans les 20 minutes environ consacrées à la tentative d'assassinat au début du récapitulatif hebdomadaire de l'actualité, les nouvelles de la semaine de M. Kiselev, qui dure environ 2h30, les 20 premières minutes étaient dédiées à la tentative d'assassinat et bien sûr à des extraits vidéo du coupable, celui qui a appuyé sur la gâchette, M. Korobat, qui était ramené de Dubaï à Moscou, où il a été accueilli par le FSB et immédiatement emmené pour interrogatoire. Il n'y a pas la moindre allusion, dans ces 20 minutes du reportage de Kiselev, à l'implication de quiconque d'autre que les services de renseignement ukrainiens dans la tentative d'assassinat. Je suis sorti il y a quelques jours en disant, vous savez, je pense que le MI6 a ses empreintes partout là-dedans. Et je vais expliquer pourquoi dans un instant. Mais j'étais un peu une voix isolée jusqu'à ce matin, quand j'ai découvert
à ma surprise, et je dirais à ma satisfaction, que la chaîne russe Channel 5, je crois que c'est une station d'information basée à Saint-Pétersbourg, l'un des diffuseurs d'État, avait publié un article en ligne intitulé « Tentative d'assassinat d'Alexeïev, que savons-nous du tueur et de ses complices ?» Puis il y a un sous-titre « Derrière cette tentative d'assassinat d'un commandant militaire russe pourraient se cacher des forces spéciales occidentales. » Malheureusement, cet article, qui fait environ 1 page et demie, ne développe pas du tout ce sous-titre. Mais c'est exactement ce que je pense, et je vais expliquer pourquoi. Il est presque certain que, lorsqu'on examine cette tentative d'assassinat en particulier, elle diffère des 3 précédentes. Elle n'a pas été menée à distance par quelqu'un à Kiev appuyant sur un bouton pour déclencher un engin explosif, que ce soit sur un scooter ou quelque part à proximité immédiate d'un officier militaire quittant son complexe résidentiel. Non, non. Il s'agissait d'un assassinat direct en personne, commis par quelqu'un armé d'un pistolet muni d'un silencieux, qui est monté au 24e étage de l'immeuble et a tiré sur le lieutenant-général alors qu'il sortait de son appartement. C'est donc une manœuvre différente, et il n'y a ici rien de télécommandé. Je penche pour l'idée que cela remonte jusqu'à Kiev, indépendamment de ce que le suspect dit lors de son interrogatoire. C'est aussi plus sophistiqué. Cet homme s'est rendu à Dubaï. La question est, eh bien, c'est pas si difficile en soi. Il y a des vols quotidiens de Moscou à Dubaï. Aucun problème pour partir et y arriver. La vraie question est, qu'allait-il faire une fois à Dubaï? Comptait-il tenter de tuer le reste de l'équipe de négociation? Ou bien subir une chirurgie esthétique et réapparaître avec un autre visage et un autre passeport? Cela devient très complexe. Les possibilités laissent penser à une opération bien plus sophistiquée que la simple petite agence de renseignement militaire ukrainienne. Maintenant, qui d'autre pourrait être impliqué dans tout cela? Qui a participé aux autres tentatives d'assassinat? Je suis convaincu que c'était le MI6. Ils sont très compétents en matière de meurtre. C'est l'un de leurs métiers de base. Ils sont encore plus compétents dans les opérations sous fausse bannière. Et les personnes qu'ils ont visées en Russie, les commandants militaires, ont été directement impliqués dans la révélation des sales manœuvres du MI6, ainsi que de celles de la CIA. En revenant à la première victime, le lieutenant-général Kirillov, qui a été assassiné, fait exploser, en décembre 2024. Kirillov était accusé, il était responsable, il faisait également partie du haut commandement des chefs d'état-major à ce niveau. Il était chargé des armes radiologiques, chimiques et biologiques, ainsi que de leur détection. Il a été accusé que les Ukrainiens d'avoir fourni des armes chimiques lors de la bataille du Donbass. Eh bien, c'est hautement improbable, car si cela s'était produit, si cela s'était jamais produit, cela aurait constitué une violation directe du droit international. Et le vainqueur d'un conflit n'a absolument aucune raison de s'exposer à l'opprobre du monde entier, simplement pour tuer quelques soldats de plus alors qu'il en tue déjà avec des armes parfaitement acceptables, normales et conventionnelles. Les accusations des Ukrainiens étaient donc absurdes. Mais, plus précisément, ce que je veux dire, c'est qu'il a révélé l'existence de laboratoires biologiques qui menaient des expériences illégales, illicites et totalement immorales sur des Ukrainiens en Ukraine, dans le but de concevoir génétiquement des agents chimiques et biologiques, visant en particulier les Slaves et les Russes. Ainsi, la CIA aurait eu tout intérêt à régler ses comptes avec lui. Mais il a aussi été mis en cause par les Britanniques. Oh, pas vraiment accusé en fait, et pour de bonnes raisons. Il savait qu'il était l'homme qui avait révélé les opérations sous fausse bannière rendues publiques par les casques blancs en Syrie.
Les casques blancs étaient censés être les gentils, ceux qui venaient secourir les pauvres Syriens, attaqués par leur propre gouvernement avec des armes chimiques. C'était l'histoire, le récit diffusé depuis Washington et Londres. Eh bien, il a démontré que tout cela était une fraude, que ces événements avaient été mis en scène et que les personnes, les enfants soi-disant gazés, ne l'avaient en réalité jamais été. Bref, les Britanniques avaient de très bonnes raisons de ne pas apprécier M. Kirillov. Qu'ils aient pu être impliqués dans son assassinat, eh bien, pourquoi pas? Et il en va de même pour M. Alexeyev, le lieutenant-général Alexeyev. Il a été accusé par les Britanniques d'avoir supervisé l'agent neurotoxique Novichok, l'attaque meurtrière à l'agent neurotoxique contre les Skripal, ainsi que d'autres attaques chimiques sur le sol britannique. Il y a eu un énorme vacarme à ce sujet au Royaume-Uni. Pouvez-vous imaginer les Russes tuant des gens sur le sol britannique? Incroyable. Eh bien, ils lui ont attribué la responsabilité, et ils auraient donc eu une bonne raison en interne, sinon fondée sur les faits, du moins sur la propagande, de l'éliminer. Et selon moi, c'est ce qui est arrivé au lieutenant-général Alexeyev. Et peut-être que M. Zelensky disait la vérité, à un moment donné, lorsqu'il affirmait que nous, les Ukrainiens, n'y étions pour rien. Mais quel est l'intérêt alors de saboter les négociations quand les perspectives à venir semblent si sombres? Je veux dire, je ne doute pas qu'il le ferait, car Zelensky a évoqué de nombreux éléments pour tenter de s'opposer aux négociations. Il a souligné les troubles au Moyen-Orient, et je pense qu'il a essayé d'utiliser la prétendue rupture de la trêve énergétique par la Russie comme moyen de perturber les discussions. Je pense aussi qu'il veut remettre en cause le format à 3 entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine, en y intégrant également les Européens. Mais qu'est-ce qu'il cherche exactement à obtenir par là? J'ai souvent entendu, de la part de différents Européens, qu'ils aimeraient prolonger la guerre, ou du moins, c'est ce qu'ils laissent entendre. Par exemple, le chef du renseignement allemand a déclaré qu'il fallait maintenir les Ukrainiens dans le combat jusqu'à ce que l'Europe soit prête. La première ministre du Danemark a dit quelque chose de similaire, à savoir qu'il vaut mieux que la guerre continue plutôt que d'avoir une mauvaise paix. Le ministre de la Défense suédois a également fait un commentaire semblable, affirmant qu'il serait très dangereux que la guerre prenne fin, car la Russie disposerait alors de toutes ses capacités militaires, qui se développent rapidement, et pourrait ensuite les utiliser dans la mer Baltique. Il y a seulement 2 jours, je crois, Wolfgang Ischinger, le président de la conférence de Munich sur la sécurité, a également fait remarquer qu'une fois la guerre terminée, cela aurait des conséquences négatives pour l'Allemagne et l'Europe, car encore une fois, les Russes ne seraient plus occupés par l'Ukraine. Pour être juste, il a précisé qu'il souhaitait tout de même la fin de la guerre, mais cela contredisait en réalité l'ensemble de son argumentation. Mon point est qu'on peut aussi ajouter qu'une fois la guerre terminée, les Américains se détourneraient probablement de l'Europe. Il y a donc de nombreux arguments expliquant pourquoi certains pourraient vouloir prolonger la guerre. Mais étant donné que la situation évolue dans la mauvaise direction pour les Européens et les Ukrainiens, pourquoi cet empressement à saboter les négociations? Why this eagerness to sabotage the negotiations? Eh bien, ils veulent faire traîner les choses. Un sabotage total n'est pas possible, je le sais. Mais ils peuvent marquer une pause, puis revenir et décider où ils tiendront la prochaine série de discussions. Ainsi, tout le processus s'éternise. Plus cela dure, plus M. Slavinsky reste au pouvoir. Il est évident que si les conditions de paix sont fixées, qu'une trêve est déclarée et que les Ukrainiens se retirent, comme exigé, des territoires du Donbass qu'ils occupent encore, en tant que première étape avant la trêve ou le cessez-le-feu, alors ils organiseront des élections.
then they will hold elections. And there's no question where it will stand, particularly if the terms... Et il ne fait aucun doute quant à la position que cela prendra, surtout si les termes discutés par Trump et les Russes, en particulier cet immense investissement en Ukraine et la reconstruction, attirent l'attention du peuple ukrainien. Il est presque certain que M. Zelensky et tout son entourage seraient évincés du pouvoir, voire poursuivis pour leurs crimes et pour avoir détourné les fonds provenant des États-Unis. Ainsi, pour eux, maintenir tout cela à flot, rester en place assez longtemps pour profiter des 95 milliards de prêts que l'Europe doit leur accorder afin que chacun puisse continuer à bénéficier de ce formidable flux. Voilà leur motivation. Je pense que cela constitue une incitation suffisante pour que M. Zelensky se comporte comme il le fait. Mais il s'est passé des choses étranges. Hier, d'après ce que j'ai compris, lorsqu'il est devenu clair que les Émirats arabes unis avaient renvoyé le suspect en Russie, il est entré dans une colère noire. D'après ce que j'ai entendu, il disait « Il est hors de question que nous continuions à négocier à Abu Dhabi. Toutes ces négociations doivent être transférées à Miami. » Et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'étrange dans tout cela. Il sait quelque chose. Pourquoi exactement Abu Dhabi n'est plus acceptable? Parce qu'ils ont rendu ce meurtrier à la Russie. Il se passe autre chose là-bas que nous ne connaissons pas encore, mais j'imagine que nous le saurons. Je suis ravi que vous ayez rappelé les différentes autorités responsables en Occident, y compris Glenn Diesen, qui explique clairement à quel point la paix est aujourd'hui jugée déplaisante ou problématique, compte tenu du besoin de maintenir les Russes occupés par l'Ukraine pendant encore quelques années, afin que l'Europe puisse se préparer militairement sans les États-Unis. C'était, encore une fois, une voix isolée parmi nous dans les médias alternatifs. Et ici, cela est affirmé ouvertement, sans détour, sans que personne ne s'étonne qu'une chose aussi terrible soit la politique de grands acteurs occidentaux. Il se passe donc beaucoup de choses étranges. Elles ne sont pas toutes évidentes, et je ne peux même pas être sûr qu'elles le deviendront dans un avenir prévisible. Mais nous devons avancer à tâtons et essayer de trouver une logique dans tout cela, même lorsque personne ne confirme notre lecture de cette logique. Even when nobody is confirming our reading of the logic. J'ai également, par le passé, cité Yulia Tymoshenko, car elle était la candidate favorite de l'Union européenne et des Américains à la présidence de l'Ukraine. Et elle a aussi un jour tweeté quelque chose dans ce sens, que nos pires craintes se sont confirmées, que les Européens ne font que nous utiliser pour gagner du temps pour eux-mêmes. Il y a donc quelque chose qui se trame, certaines inquiétudes. Mais dans quelle mesure pensez-vous que l'intention ici, encore une fois je dois le souligner, il y a eu une tentative d'assassinat contre le général Alexeïev. Autrement dit, il a été blessé par balle à plusieurs reprises, mais a survécu et semble désormais hors de danger. Il semble donc avoir survécu à cela. Mais le but est-il alors de provoquer également une riposte de la Russie? Si oui, qu'est-ce que cela est censé accomplir? Est-ce simplement pour montrer qu'ils sont agressifs? Ou comment évaluez-vous cela? Pour ajouter très rapidement, je pense que cela place Moscou dans une position très difficile, mais elle ne peut pas non plus se permettre de ne pas riposter sévèrement, car la pression interne contre toute apparence de faiblesse augmente, comme vous et moi en avons déjà parlé par le passé. Eh bien, si vous demandez à un Russe patriote, pas nécessairement quelqu'un du cercle de Poutine, en fait, plus probablement quelqu'un qui critique M. Poutine pour être trop conciliant, il vous dirait qu'il aimerait voir Londres rasé jusqu'au sol. Il n'hésiterait pas une seconde à affirmer que les Britanniques sont les ennemis les plus provocateurs et les plus agressifs de la Russie, les mains rouges du sang des soldats russes tombés.
Ainsi, sous cet angle, le Kremlin prend grand soin de ne pas soulever la question d'une éventuelle implication étrangère, car une implication étrangère signifierait qui cela pourrait-il être? La CIA ou le MI6, ou encore bien d'autres agences de renseignement, eh bien, le Mossad, sont capables de mener le genre d'opérations qui ont été si provocatrices, qu'il s'agisse d'assassinats ou de l'organisation de la soi-disant attaque en toile d'araignée contre la dissuasion nucléaire de la Russie visant les bombardiers. La main d'agents étrangers est clairement présente, et le Kremlin évite de laisser paraître qu'il en est conscient, afin de rester concentré sur la destruction de l'Ukraine, pour laquelle personne ne versera une larme. Enfin, une larme de crocodile, oui. Alors que si l'on identifiait l'Angleterre comme étant derrière la tentative d'assassinat, le protocole international exigerait de déclarer la guerre à l'Angleterre. Et Moscou ne veut pas de cela. Une guerre à la fois suffit. Mais je repense à cet attentat terroriste à Moscou qui a tué toutes ces personnes. Il y a également eu des suggestions, encore une fois sans preuve, mais des suggestions selon lesquelles, si ce n'était pas seulement la CIA, le MI6 aurait aussi été impliqué. En ce qui concerne les Britanniques, ils auraient apparemment aussi pris la tête des attaques contre le pont de Crimée. Et, comme vous l'avez dit, il y a eu cette attaque très spectaculaire contre les bombardiers nucléaires russes en juin dernier. Le FSB a également déclaré que le MI6 y était probablement impliqué. Comment expliquez-vous, je dirais, la présence disproportionnée du Royaume-Uni dans tout cela, y compris dans des domaines qui n'affectent pas directement la guerre? Est-ce un effort pour s'imposer fermement comme une puissance militaire de premier plan en Europe? Est-ce pour être le partenaire junior des États-Unis ou considère-t-il réellement la Russie comme une menace éternelle? Je pense que c'est une jalousie sans fin. Les Britanniques ont perdu leur empire, les Russes non, et ils en sont bien conscients. C'est humiliant pour eux, je crois, de constater que leur ennemi, depuis le milieu du XIXe siècle, la guerre de Crimée, a aussi bien survécu, territorialement, politiquement et économiquement. De même, je pense que c'est irritant pour les Allemands, lorsqu'ils lisent leur propre histoire et voient comment, à la veille de la Première Guerre mondiale, leurs conseillers militaires et analystes politiques prévoyaient qu'au XXIe siècle, la Russie dépasserait l'Allemagne. Il leur a été pénible de réaliser que même en 1914, le budget russe consacré à la construction navale et à la flotte était supérieur au leur. Donc il y a là un grand... Eh bien, dans le cas de l'Allemagne, ils ont été écrasés 2 fois. Ils sont un peu plus prudents, bien que leur envie et leurs sentiments revanchards refassent surface de temps à autre. Mais les Britanniques, je ne pense pas qu'ils aient les mêmes contraintes. Ils sont à l'aise avec leur proximité avec les États-Unis. Ils croient encore à tort que les États-Unis iraient en guerre pour les sauver s'ils se retrouvaient dépassés. Je pense que si vous demandez à M. Iskinger, il n'a aucune de ces illusions. Les Britanniques sont donc gâtés par leur croyance en cette relation spéciale. Et même si M. Trump n'est pas un homme très fiable, ils savent tous qu'il a un faible, du moins du côté maternel de sa famille, qui remonte à l'Écosse, même s'il est moins sympathique envers le côté allemand. Oui, non, il semble aussi avoir un faible pour la royauté. Je ne suis pas sûr de ce qui relève simplement de son narcissisme et de ce qui est stratégique dans sa volonté d'obtenir une certaine reconnaissance. Mais que dis-tu de la riposte de la Russie? On pourrait dire qu'ils doivent réagir d'une manière ou d'une autre, mais dans une certaine mesure, nous avons déjà vu une riposte, non? Well, it goes on and it gets bigger and bigger.
Eh bien, cela continue et cela prend de plus en plus d'ampleur, tandis que la capacité des Ukrainiens à se défendre diminue de plus en plus. Ils ont épuisé leur stock de Patriots, aussi performants qu'ils aient été. Bien sûr, ils ne sont pas très utiles contre les missiles hypersoniques russes, mais les dégâts causés sont incroyables. Je pense que plus de 70% de toute la capacité de production a été détruite. La capacité de production restante n'est pas facile à détruire car elle est dispersée, c'est-à-dire qu'il s'agit d'énergie renouvelable. L'Ukraine dispose d'une certaine quantité d'énergie verte et comme elle est répartie en petites unités, il est pratiquement impossible de la détruire. On peut seulement perturber le système de distribution, mais pas les panneaux solaires installés sur les toits des gens. On ne peut pas faire grand-chose contre cela. Mais ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, et il y en a encore davantage. Ils sont en train de détruire le réseau ferroviaire, d'ailleurs, délibérément. Ils se replongent dans les archives militaires pour voir ce qui avait été fait au XIXe siècle. Et oui, tu sais, il se trouve que détruire tout le réseau ferroviaire est une bonne façon d'anéantir l'ennemi. C'est donc la nouvelle orientation de leurs bombardements, attaques de missiles et de drones. Il ne restera pas grand-chose de l'Ukraine si cette guerre ne se termine pas bientôt. Mais je pense qu'on s'en approche. Les informations de dimanche parlaient et interrogeaient des personnes qui se rapprochent de Kramatorsk et de Sloviansk. Ce sont les deux dernières petites villes qui servent de point défensif à ce qu'il reste de l'armée ukrainienne sur les lignes de front. Et ils sont maintenant encerclés et soumis à des frappes d'artillerie et de drones. Donc je pense que cela ne va pas durer des mois et des mois, car ce sont des villes relativement petites. Lorsqu'elles seront prises dans les semaines ou les mois à venir, ce sera une avancée claire vers le Dniepr. Ceux qui disaient que c'était une impasse parce que les Russes avaient mis 3 ans et demi pour passer de 19% du territoire ukrainien qu'ils occupaient à 20%, eh bien ça passera à, je ne sais pas, 25%, 28%. Quel que soit le pourcentage qu'ils détiendront lorsqu'ils atteindront le Dniepr, presque instantanément. Et alors, la seule chose qu'il restera à négocier avec le gouvernement de M. Zelensky, s'il tient encore, sera ce qu'il adviendra d'Odessa et de Kharkiv. Les Russes prendront-ils aussi ces villes? Mais nous approchons de la phase finale. Nous sommes très proches de la phase finale, ce qui explique en partie les crises d'hystérie de M. Zelensky et en partie celle de M. Lavrov qui n'est pas là pour participer à la conclusion formelle de la guerre. J'aimerais passer quelques minutes à examiner cette question puisque tant de mes collègues, et pas seulement mes collègues, mais aussi des analystes et des esprits indépendants, ont la plus haute estime pour M. Lavrov. Je n'en fais pas partie, pour des raisons précises qui n'ont rien à voir avec sa personnalité, son érudition ou sa vivacité d'esprit. Je reconnais tout cela. Mais j'ai une raison bien plus solide de dire qu'il est temps pour lui de partir. Et il ne sera pas écarté par moi. Il est écarté par M. Poutine. C'est clair comme de l'eau de roche pour tout le monde sauf pour lui. Il est hors du circuit. Il cherche frénétiquement des micros pour parler de la capacité des Américains à conclure des accords, Dogovor et Passobne. Et il parle de choses qu'il ne connaît plus, parce qu'il est hors du circuit. Mais c'est une situation particulière. Je veux dire quelque chose à propos de la question structurelle. J'ai eu une certaine expérience avec des ambassadeurs russes. Certains agréables, d'autres moins. Certains étaient des personnalités remarquables, d'autres des nullités. Je ne dirais pas où se trouvaient les nullités. Je veux simplement dire que mon impression générale est que les diplomates que j'ai rencontrés étaient très instruits, très motivés, d'excellents professionnels.
Et dans les années 1990, ceux que j'ai rencontrés ici à Bruxelles en particulier détenaient beaucoup de pouvoir. Ils pouvaient agir, ils disposaient d'une grande autonomie pour faciliter la vie de leurs amis. Je ne parle pas d'amis personnels, je parle des amis de la nation, des partenaires économiques du pays, et ainsi de suite. Sous la période de concentration verticale du pouvoir que M. Poutine a imposée au niveau fédéral au sein du ministère des Affaires étrangères, ce système a été appliqué et appliqué de manière destructrice. Les ambassadeurs russes aujourd'hui sont complètement réduits au silence. Ils ne peuvent rien dire qui n'ait été rédigé à Moscou. Leur jugement personnel ne compte plus du tout. Their personal judgment counts for nothing. That is a disservice to a major. C'est un mauvais service rendu à un atout majeur du pays qui possède l'un des meilleurs corps diplomatiques au monde. Et le fait que M. Lavrov ait réduit au silence les personnes autour et sous son autorité n'est pas à son honneur. Je pense donc que s'il part, selon son successeur, il y a une possibilité que les ambassadeurs redeviennent de véritables ambassadeurs et non de simples commis, comme c'est le cas aujourd'hui. Et ils sont des commis dans une situation très difficile, en particulier ceux qui servent ici en Europe occidentale. Ils sont socialement rejetés. Les ambassadeurs ont toujours une fonction de renseignement. Ils doivent circuler dans la société, notamment dans la haute société, mais pas uniquement. Particularly high society, but not only. University society, they should be all over the place. L'université, la société, ils devraient être partout. Et l'ambassadeur qui est parti cet été, l'ambassadeur Cherkovian, à ses débuts comme ambassadeur ici, avant l'opération militaire spéciale, était partout, il rencontrait tout le monde. Et je suis sûr qu'il était une source d'informations très utile sur l'état d'esprit et sur qui est qui en Belgique pour les besoins de Moscou. Parti. Aujourd'hui, ces gens ne sont invités nulle part et ils ont donc du mal en général. Mais en plus, être ainsi humiliés par leur propre administration et privés de tout véritable pouvoir, je pense que cela rend leur vie assez déprimante. Posons donc une dernière question, à savoir si nous nous dirigeons vers une erreur de calcul massive en lien avec la tentative d'assassinat du général Alexeyev. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Tout cet argument selon lequel l'avancée russe est lente, stagnante, qu'il leur faudra encore 100 ans pour atteindre le Dnier, peu importe ce que suggèrent les gros titres actuellement, c'est très malhonnête. Car oui, il leur a fallu 3 ans et demi pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Mais cela dit, pendant ces 3 ans et demi de guerre d'usure, ils ont en grande partie vidé de son sang une armée considérable. La main-d'œuvre a disparu. Tous les stocks d'armes à travers l'Occident, qu'il s'agisse des défenses aériennes ou des obus d'artillerie, ont été épuisés. Et point très important également, les lignes de fortification construites au fil des années depuis 2014 se trouvent désormais pour la plupart derrière les Russes. Tout cela suggère donc qu'il n'y a aucune raison de supposer que cette avancée sera régulière. C'est la même chose que par le passé. D'autres se pencheraient sur différents indicateurs, que ce soit l'économie, dont les médias ukrainiens parlent désormais davantage, au bord du désastre. Nous voyons les infrastructures s'affaiblir, non seulement les ports, les ponts et tout le reste, mais désormais aussi le réseau électrique, les perturbations du réseau ferroviaire. On peut également examiner la stabilité politique. Dans l'ensemble, il existe évidemment des raisons d'être assez pessimiste quant à la capacité des Ukrainiens à poursuivre ce combat. Mais je suppose qu'il est juste de dire que nous approchons de la phase finale de la guerre. Mais pendant que cela se produit, je pense qu'il est également clair, à en juger par la réaction d'ailleurs, que le désir des États-Unis de mettre fin à cette guerre, cette forme de désespoir, comme vous l'avez suggéré, se reflète dans cette réalité.
Le désespoir des Européens de trouver un moyen d'intensifier le conflit et d'impliquer les Américains en est aussi un bon indicateur. Mais ce qui m'inquiète, c'est que tout le monde dit que les Russes doivent se montrer un peu plus audacieux. Eh bien, c'est aussi ce qu'on dit en Russie, que Poutine a été trop retenu. Cependant, il est également vrai qu'à la fin de ces guerres, le camp victorieux, en l'occurrence la Russie, a tendance à se montrer plus audacieux à mesure qu'il avance, à mesure qu'il gagne, surtout lorsque l'armée ukrainienne commence à s'effondrer. Il est assez prévisible qu'ils en fassent davantage pour rétablir leur capacité de dissuasion vis-à-vis de l'Occident politique. Il semble donc que les Russes pourraient aussi, je suppose, aller trop loin. Enfin, tout dépend de ce que l'on entend par trop loin, mais au moins, ils intensifient leur confrontation avec l'Occident par rapport à la situation actuelle. Alors pourquoi? Je veux dire, si vous étiez conseiller à Moscou, ne vous demanderiez-vous pas pourquoi ils permettent encore aux drones de l'OTAN de survoler la mer Noire et d'identifier des cibles à l'intérieur de la Russie, qui sont ensuite frappés sur la base de décisions prises par des planificateurs militaires américains avec des armes américaines tirées par des pilotes américains. À un moment donné, les Russes adopteront une position bien plus audacieuse qu'aujourd'hui, surtout alors que l'armée ukrainienne est, disons, en train d'être anéantie. Il semble donc qu'à ce stade, alors que les Russes sont prêts à intensifier davantage, que les Européens sont eux aussi plus disposés à le faire, et que Zelensky a, vous savez, tout à perdre, nous pourrions nous diriger vers une situation très dangereuse et chaotique, la possibilité d'une guerre directe. Je veux dire, la façon dont les Européens parlent maintenant de guerre nucléaire, c'est comme si ce n'était pas grand-chose, quelque chose qui appartient au passé, qu'il ne faut pas craindre. Ce que j'essaie de dire, c'est que je vois une fin très sombre à tout cela. Voyez-vous cela comme une possibilité? Ce n'est pas seulement toi et moi qui voyons les choses ainsi. Il y a des Russes qui apparaissent même dans l'émission de Solovyov et qui partagent ce point de vue. Eh bien, que le nom du commandant suprême ne soit jamais mentionné, bien sûr, c'est de lui qu'il s'agit. Les contradictions dans la politique économique sont flagrantes et sont critiquées chaque semaine dans l'émission par le vice-président de la Douma, Babakov, qui est un indépendant de centre-gauche, non affilié à un parti. Il était assez proche de M. Mironov de Russie Juste. Ainsi, les politiques économiques, et notamment celles concernant les taux d'intérêt, font l'objet d'attaques constantes, ce qui constitue une attaque indirecte contre le président. Les questions militaires que vous soulevez, ainsi que les dangers mal compris par l'Occident, menant à la guerre même que la Russie essaie d'éviter avec son approche en douceur, apparaissent également dans ces émissions de débat, évoquées par des personnes responsables, voire à contre-cœur par quelqu'un comme le général Brzezinski, qui est un homme très prudent. Mais lorsqu'il est poussé dans ses retranchements par quelqu'un comme Solovyov, eh bien, ne pensez-vous pas que nous devrions... Il reconnaît, d'un air gêné. Oui, bien sûr, car il n'est pas en position de critiquer le commandant suprême. Mais ce qui se passe est contradictoire et inexcusable, à vrai dire. Comme vous l'avez mentionné, cela est souligné à la télévision russe par ceux qui observent attentivement, simplement sans citer de nom. Eh bien, cela soulève simplement la question de savoir si les Russes intensifient trop peu ou trop. Il est très difficile, je suppose, de naviguer dans ces dernières étapes de la guerre. Il en va de même, bien sûr, pour les Européens, les Américains et les Ukrainiens. C'est un jeu très complexe auquel ils jouent, dans lequel les coûts sont assez élevés si nous nous trompons. Et en réalité, cela pourrait déclencher quelque chose de bien plus vaste, échappant à tout contrôle d'escalade. Je souligne toujours que cette illusion de contrôle de l'escalade sera à terme la source d'une grande guerre si nous suivons cette voie.
Cette idée selon laquelle nous pourrions simplement, vous savez, intensifier un peu, mener une petite frappe, tuer quelques personnes, assassiner quelques politiciens ou généraux, puis si les Russes réagissent trop violemment, faire redescendre la tension. L'hypothèse selon laquelle nous ayons un contrôle total sur tout cela est, je pense, là la principale menace. Well, the issue is relations with Donald Trump. La question, ce sont les relations avec Donald Trump. L'un de mes collègues affirme depuis quelque temps que rester dans les bonnes grâces de Donald Trump a été la priorité absolue du président Poutine, et je pense qu'il a raison. Est-ce un bon pari ou un mauvais pari? Nous le saurons bien assez tôt. Monsieur Lavrov, dans ce qui est en quelque sorte son chant du cygne, dit que Trump n'est pas fiable, ce qui est exactement à l'opposé de ce que pense son patron. He knew before it outset. Eh bien, comme toujours, merci de partager vos réflexions. Je suis vos interventions sur de nombreuses chaînes de télévision indiennes, et c'est vraiment fascinant à regarder. Pour tous ceux qui nous écoutent, je leur recommanderais aussi de consulter votre Substack. C'est en tout cas ce que je fais toujours. Alors, merci beaucoup. Eh bien, merci de m'avoir invité. Well, thanks for having me.